Donc, bonsoir et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. Bienvenue dans le cadre de nos conférences mensuelles, voilà, au centre. Je m'appelle Alexandra Lecard et je suis la fondatrice de ce centre. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Patricia Grévin, qui est sophrologue, auteure de plusieurs ouvrages, spécialiste des troubles de l'audition, acouphènes, hyperacousie et vertige. Elle est directrice d'une étude scientifique publiée en 2020 aux Annales françaises et européennes ORL, la première évaluation de la prise en charge sophrologique des acouphènes subjectifs. Patricia Grévin est également formatrice. Elle enseigne, ça va revenir, elle enseigne ce protocole auprès des sophrologues et a créé il y a plus de 10 ans déjà le pôle sophrologie et acouphènes. C'est un réseau de plus de 200 sophrologues, s'il y en a parmi nous ce soir, on verra, spécialisés dans les troubles de l'audition en France et dans les pays francophones. Vous allez nous en parler davantage, j'imagine. Donc, bonne conférence à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, Patricia va faire sa conférence et on pourra répondre aux questions. On a prévu environ une petite heure de conférence et puis ensuite du temps pour les questions. Voilà, dans la salle, puisque nous avons des invités ce soir dans la salle et en visio. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc, on va partager le PowerPoint. Et je vais vous poser une nouvelle question, c'est est-ce que vous voyez le partage d'écran? Ouais, ça a marché, super. Et chez nous aussi. Ça sur intervenant simplement. Oui, merci. Voilà. Parfait. C'est pas où qu'on voit, ça va? Il n'y a pas de retour écran? Sinon, comme ça. Bah oui. Allez. Sinon, c'est mieux. Voilà, bonne conférence à tous. Voilà, bonjour à tous. Je vais remercier d'abord Alexandra Lecard qui me reçoit ici à Paris et puis avec ses collègues et puis des participants à cette conférence. Voilà, donc c'est à la fois en présentiel pour certains, à distance pour d'autres. Et vous n'hésiterez pas, ceux qui sont à distance, d'utiliser le chat. Si vous avez des questions à poser, je regarderai de temps en temps. Et puis, ça permettra d'interagir avec vous. Voilà. Alors... Donc, le temps de nous installer. Voilà. C'est bon, là? Oui, normalement, c'est bon. Voilà, tout à fait. D'abord, je vais me présenter et vous verrez pourquoi. Aussi, il y a une raison. C'est pas seulement pour donner quelques titres, c'est aussi que ça a une raison sur le sujet qu'on va voir ce soir ensemble. Donc, je suis sophrologue et auteure de livres. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'AFREPA. Et je fais partie de l'équipe pluridisciplinaire qui est sur Paris du professeur Kosowski depuis des années, de nombreuses années, et cofondatrice du pôle sophrologie acouphène dont a parlé Alexandra tout à l'heure, et on en reparlera tout à l'heure. Et en dernier, je suis formatrice sur les troubles, sur la spécialisation troubles de l'audition par la sophrologie. Alors, ça fait beaucoup de titres, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que, en fait, ça a été au départ comme un labyrinthe, le début d'une période de ma vie où il y a eu apparition d'acouphènes, des vertiges, une oreille hypersensible à tous les sons, plutôt comme un choc émotionnel dans ma vie. C'est venu bouleverser beaucoup de choses. Et le début d'un parcours un peu de combattant, c'est-à-dire, voilà, je suis dans une impasse, je suis dans un vrai labyrinthe, comment je vais m'en sortir? Et donc, c'est intéressant de repartir, vous allez voir, on ne va pas y rester longtemps dans ce parcours qui est personnel, mais juste pour mettre un petit peu le sujet. Alors, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai fait à l'époque d'abord un diagnostic ORL sérieux, qui m'a dit j'avais rien de grave, juste une perte sur les aigus. Donc, il y avait quelque chose de rassurant. Et je me suis beaucoup informée sur les symptômes. Vous avez vu, je vous ai mis une large bibliothèque.
je peux vous assurer que j'ai lu beaucoup de livres et puis j'ai cherché aussi l'information auprès des chercheurs, j'ai cherché l'information auprès de ceux qui, entre guillemets, savaient un peu quelque chose sur l'acouphène parce que, comme on va le voir, c'est pas forcément très simple. J'ai été aussi très proche de France Acouphène, qui est l'association voilà, des patients qui souffrent. J'ai été beaucoup parler avec eux, échanger. J'ai fait partie de leur association, j'en fais toujours partie. Mais c'est un moment où j'ai été écoutée et compris, et c'était très important dans ce parcours. Et puis après, j'ai bien senti qu'il fallait que je choisisse une méthode et un appui thérapeutique, sinon je n'allais pas vraiment m'en sortir toute seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, à un moment donné, qu'il allait falloir d'une part choisir, et puis après, il faut y aller, quoi. C'est pas seulement théorique, c'est qu'à un moment donné, il y a un engagement. Et cet engagement, effectivement, je l'ai pris. Voilà. Et on va en savoir plus, avec aujourd'hui largement le recul sur l'histoire personnelle, le travail en cabinet autour de l'ORL et de l'équipe, les nombreuses consultations, et les consultations, je sais que je m'adresse aussi à un certain nombre ici de psychologues et de thérapeutes, et on apprend aussi beaucoup de choses à travers notre écoute. Et puis, un protocole dont je vais vous parler, de séances spécifiques pour cette problématique-là, la rédaction d'un article scientifique, et puis la question que vous allez tout à fait comprendre, c'est comment je peux toujours s'interroger. Et ça, les scientifiques nous aident aussi beaucoup dans ce domaine-là. C'est comment je peux me questionner et puis essayer de voir comment je peux mieux accompagner. Donc, c'est toujours des remises en question et beaucoup d'écoute. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans notre métier. Alors, l'information sur les symptômes, bien, la définition, elle est un peu banale. C'est la perception d'un bruit sans stimulus correspondant dans l'environnement. Souvent, elle arrive après un traumatisme sonore, on va dire que c'est la majorité. Et puis, ça peut être aussi une infection au niveau de l'oreille. Et là, on va avoir vraiment besoin de l'ORL, parce que l'étiologie, ce qu'on appelle l'étiologie, c'est-à-dire aller chercher la cause, c'est le rôle diagnostique de l'ORL. On va avoir besoin de lui pour nous aider aussi à travers ce symptôme qui arrive. Voilà, alors je vous ai quand même mis une petite une slide avec comment entendons-nous. C'est juste pour relier en fait ce parcours. Alors là, je peux le mettre, mais je ne sais pas si vous le voyez, non, pas forcément, mais le parcours du son qui va à travers l'oreille. Il y a l'oreille externe, bien sûr. Après, il y a l'oreille moyenne. Et puis après, il y a l'oreille interne. Et ce qui est important, c'est finalement ce qui va se passer après. C'est que l'oreille, elle transmet l'information sonore, donc il y a tout un circuit, mais après, c'est le cerveau qui analyse et donne du sens. Et c'est là qu'on va voir l'interaction, en fait, énormément entre l'oreille, qui est ce qui est périphérique, et le cerveau, qui fait partie voilà, de ce qui va donner les ordres, les peurs, enfin voilà, un certain nombre de choses qu'on va évoquer et qui permettent de mieux comprendre aussi l'acouphène. Alors, j'avais envie aussi de vous parler un petit peu de la nouvelle définition de l'acouphène. C'est une commission, puisque je vous ai dit que je faisais partie de la FREPA, c'est une commission, on a travaillé pendant 9 mois, le temps d'une grossesse, avec des chercheurs, des ORL, il y en avait pas mal, des ORL, des audios, un psy, on n'était pas très nombreux, il y avait une psychologue et une sophrologue. Voilà, et on a essayer de redéfinir l'acouphène parce que quelque part, cette perception d'un son sans stimulus externe, ça ne nous convenait pas vraiment. Voilà. Et là, alors, je vais vous, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous donner le lien pour aller voir, parce que c'est quand les chercheurs se mettent à rédiger, ils rédigent sur de nombreuses pages, mais c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, on a essayé de redéfinir en se disant que ce n'est pas seulement un symptôme, mais que c'est une personne qui souffre. Et là, pour nous, il y avait quelque chose d'important, c'était de donner cette dimension, en fait, cette notion de prise en charge pluridisciplinaire et le fait que, effectivement, chacun ne va pas réagir de la même façon. Voilà, il y a une personne derrière un symptôme et c'est important. Donc ça, je trouve que ça a été une avancée quand même assez importante de la part aussi du chercheur, de la part des ORL,
Et on a beaucoup eu de réunions à l'époque. Bon, c'était un petit peu au moment de cette... Non, c'est vrai qu'on s'est on s'est vu en présentiel, mais ça s'est terminé beaucoup par Zoom aussi, en distanciel. Mais on a travaillé énormément ensemble pour s'écouter les uns les autres et puis voir ce que chacun pouvait apporter. Donc oui, je vous encourage à aller voir cette publication et à en savoir plus sur cette définition de l'acouphène qui est beaucoup plus large que celle que je vous ai donnée au départ. Après, il y a autre chose que je voulais partager aussi avec vous. C'est quelque chose qui a été publié aussi récemment. C'est combien de personnes souffrent d'acouphènes dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont mis en rapport toutes les études qui ont été faites depuis plus de 10 ans. Je crois que c'est 2008 à 2021, enfin c'est énorme. Et finalement, les chiffres qu'ils ont donnés, c'est 740 millions d'adultes dans le monde. Ça représente au niveau de la population 14,4%, avec c'est à peu près pareil entre hommes et femmes. Hein, et bien sûr, vous pouvez avoir... Alors ça, j'en parle dans mon livre aussi, pour donner plus de détails. Alexandra, il y a ça aussi qui me gêne à chaque fois. Oui, bien sûr. Ah oui, ça va être Envolé. Merci, ça va être beaucoup plus confortable. Voilà, une méta-analyse. Et là aussi, voilà, je vous ai mis aussi, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Elle a été publiée en septembre 2022, donc c'est très récent. Et on n'avait pas justement ce qu'on appelle cette épidémiologie, c'est-à-dire savoir combien il y a de personnes. Et c'est difficile à savoir parce que quand vous posez la question à quelqu'un, il vous dit bah, vous m'auriez posé la question la semaine dernière, je vous aurais dit oui, je suis très gênée. Vous me la posez là, je ne l'entends pas. Donc, c'est difficile aussi sur un symptôme qui est aussi labile et fluctuant de se dire, voilà, il y a tant de personnes qui souffrent. Mais voilà, on peut quand même se baser sur cette méta-analyse parce qu'elle prend tellement de publications qu'on peut se dire qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes chiffres. Voilà, alors là, on va rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que vient faire le patient quand il vient voir. Alors, il va venir voir l'équipe, on va le voir tout à l'heure, l'équipe pluridisciplinaire. Il peut venir voir directement le psychologue ou le sophrologue. Et puis, lui, ça demande, en fait, au départ, en tout cas, et surtout quand il va voir peut-être l'ORL, hein, le monde médical en premier lieu, c'est qu'il voudrait le bouton off. C'est j'entends ça dans ma tête, mais comment je pourrais appuyer sur le bouton pour que ça s'arrête ? Voilà. Et puis, autre chose aussi qui est un peu difficile aussi pour ce patient qui souffre, c'est que c'est un son fantôme, mais qui fait peur, quelque part. C'est dans ma tête, hein, et est-ce que ça va partir? Est-ce que je vais le garder? Comment je vais vivre avec? Donc, il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Et puis, autre chose aussi, c'est qui agace beaucoup nos patients qui viennent chercher de l'aide, c'est que c'est un son qui est sans contrôle possible, puisqu'on ne peut pas appuyer sur le bouton. Et puis, en même temps, il va falloir avoir toute une démarche pour accepter, en fait, quelque part, de se dire que je n'ai pas un contrôle immédiat ni sur le symptôme lui-même. Mais on va voir qu'on a des solutions. Et puis, surtout, ça demande... Ça, c'est des mots que j'ai vraiment entendus dans ma consultation, c'est « je voudrais m'en débarrasser, aidez-moi ». Aidez-moi, hein, c'est vraiment, quelque part, c'est... d'ailleurs, il y a un des témoignages du livre qui en parle, m'a dit « mais Madame Grévin, il faut me sauver, quoi. Sinon, au secours, désespéré ». Donc, tous les personnes qui souffrent d'acouphènes ne sont pas jusqu'à ce stade-là, mais ceux qu'on peut voir dans nos cabinets, ça arrive. Je crois que vous vouliez poser une question. Non, non, c'était juste une remarque. Voilà, donc on se trouve vers quelqu'un, effectivement, c'est pas facile, parce qu'il y a tous ces facteurs-là qui font que sa recherche, elle est pas facilement satisfaite. Et moi qui ai beaucoup travaillé avec le monde médical et avec le docteur Oresser, qui était médecin ORL, elle me disait toujours... c'est difficile pour nous, médecins, de dire on n'a pas la solution magique, on n'a pas le médicament qui va vous l'enlever. On a des solutions qu'on va vous proposer, mais ce n'est pas forcément ce que la personne attendait au départ. Alors, en tant qu'accompagnant, bien, il faut bien sûr tout de suite regarder comment la personne arrive aussi, observer le patient, comment il arrive dans notre cabinet. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, et donc là, j'ai entre autres Nathalie à qui je peux m'adresser aussi, souvent, ils ont le front qui est un peu plissé. Il y a une espèce de fatigue
je le vois, moi, voilà, tout le front qui est plissé. Parfois, il y a des pleurs qui arrivent assez rapidement, une voix triste, pas de sourire. Et il y a quelque chose dans l'aspect physique qui nous dit qu'effectivement, la personne ne va pas bien. Alors nous, on va avoir ce rôle d'écouter aussi la plainte, hein, ce que l'ORL va faire lui plus en diagnostic, mais il aura moins le temps d'écouter la plainte. C'est quelle est cette angoisse qui est derrière ce symptôme. Il y a souvent des problématiques de sommeil et d'insomnie. Il peut y avoir dépression, donc ça on va le voir, mais au niveau du questionnaire, ça peut être important, et parfois du désespoir. Alors nous, on a un questionnaire, c'est celui qui nous a aidé aussi pour mesurer, on en reparlera tout à l'heure sur l'étude. C'est un questionnaire qui s'appelle THI, hein, Tinnitus Handicap Inventory, hein, qui mesure le handicap dans la vie personnelle, la vie sociale et la vie professionnelle. Et moi, pour avoir démarré avant qu'on utilise ce questionnaire, on était sur des questionnaires de sévérité et de détresse qui étaient terribles. C'était est-ce que vous avez pensé au suicide, enfin, des choses comme ça. Alors que ce questionnaire, il est très bien fait parce qu'il va aller dans les trois axes, la vie personnelle de la personne, sa vie sociale et sa vie professionnelle. Hein? Et puis c'est mélangé. C'est mélangé, c'est fait. Un questionnaire, c'est toujours comme ça, hein, en fait. C'est jamais, voilà. Il y a des questions qui vont mesurer un peu le fonctionnel, le catastrophique, et puis l'émotionnel, hein. Donc ça, on va le revoir un petit peu plus. Mais ça, nous, en tant qu'accompagnants, ça va être très important, en fait, de mesurer à la première séance, parce que quelquefois, le discours n'est pas toujours le même. C'est non, non, ça ne me gêne pas trop. Vous posez les questions, puis vous voyez que bah oui, la personne, elle est isolée, qu'elle ne vit plus normalement. Ou alors, là, il y a un décalage. Et moi, j'essaie aussi toujours, dans ce questionnaire, que la personne réponde assez rapidement pour que ce soit très spontané, qu'il n'y ait pas le temps de trop réfléchir. Et quelquefois, par exemple, il y a un oui qui sort très spontanément, et après, du oh, finalement, non. Ah ouais, mais c'est le oui qu'on a entendu d'abord. Voilà. Donc ça fait partie de notre rôle d'accompagnant, c'est effectivement bien écouter. Et puis, quand on fait ce questionnaire, aussi avoir une oreille particulièrement attentive. On va souvent parler d'oreille ce soir. Voilà, alors, c'est vrai que cette équipe pluridisciplinaire, c'était un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui. Je crois, oui, je dois avoir 18 ans d'expérience en équipe pluridisciplinaire, ce qui est quand même pas mal. J'ai donc connu plusieurs médecins. C'est passionnant hein, parce qu'effectivement, on va avoir besoin de l'ORL pour le diagnostic. C'est déjà le plus important. Tant que la personne n'est pas rassurée, il ne va pas se passer grand-chose pour nous, en tout cas dans nos cabinets. L'audioprothésiste a un rôle important aussi. Hein, c'est si vraiment il y a trop de gêne par rapport à l'acouphène et puis surtout s'il y a une perte auditive. Et le sophrologue ou le psychologue. Et le docteur Oresser, avec qui j'ai beaucoup travaillé, disait toujours c'est le noyau dur. Le noyau dur, c'est l'ORL, l'audioprothésiste, le sophrologue ou le psychologue. Voilà. Et puis après, on a un réseau qui est plus large où on va avoir effectivement l'ostéopathe. Alors, je l'ai mis quand même parce que nous, on l'avait dans l'équipe. C'est plutôt les acouphènes qu'on appelle somatosensoriels et qui peuvent être dus justement à des crispations au niveau cervical. Voilà. Donc, l'ostéopathe faisait toujours partie quand même de l'équipe proche. Et puis après, on a le kiné vestibulaire qui, lui, va travailler davantage au niveau des vertiges. Et puis le psychiatre. Et oui, on en a besoin. Du psychiatre. Et même là, moi, j'ai suivi quelqu'un là depuis déjà pas mal de mois sur les vertiges parce que c'est toujours un peu plus long que l'acouphène. Et la personne, depuis qu'elle est avec psychiatre et sophrologue, on fait un bon travail. Ouais. Ouais. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes dimensions et on reste, nous, sur le psychocorporel et le psychiatre va plutôt sur l'histoire de vie. Voilà. Alors, l'équipe pluridisciplinaire, c'est une vraie réponse parce qu'il y a un diagnostic médical et il est indispensable. Il y a des professionnels qui sont à l'écoute et qui connaissent le symptôme. Et puis, normalement, l'ORL, c'est celui aussi qui va aider à choisir la méthode. S'il connaît bien son travail, il va effectivement pas directement dire je sens bien le psychiatre pour vous. Il va peut-être tourner un petit peu. Voilà. C'est son rôle aussi de choisir un petit peu la personne ou le choix de la thérapie ou le choix de l'orientation.
Et puis, je crois que c'est ça qui est très important. Et ça m'a souvent été dit en cabinet. C'est depuis que je suis suivie par cette équipe, j'ai l'impression d'être soutenue. Vous parlez tous à peu près le même langage, sauf que le langage du sophrologue n'est quand même pas le même que celui de l'ORL, mais il y a un discours qui est cohérent, en fait. Il y a une cohérence. Et ça, c'est ce qu'apporte vraiment l'équipe pluridisciplinaire, c'est ce suivi, ce soutien. Et quand on se réunit, nous, en équipe, ben, on parle de cas difficiles, justement, en disant, voilà. Et on s'aperçoit quelquefois, ils sont encore à se disperser, en disant, ah oui, ah oui. Puis quelquefois, ils vont voir 2 sophrologues. Enfin, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui est facile au départ, parce qu'il voudrait tellement être soulagé rapidement. Et ce qu'on lui propose, bah, c'est d'être patient. Dans tous les sens du terme, accepter en fait que quelque part, la solution, elle est pas magique, mais on peut la trouver, voilà, et on peut aller dans des directions qui vont être intéressantes. Alors, le choix de la démarche, j'ai trouvé cette image, mais je trouve qu'elle symbolise assez bien. C'est un vrai tunnel pour eux au départ. Donc, pour aller vers cette démarche-là, je crois qu'à un moment donné, en tout cas, je l'ai vécu vraiment personnellement, et puis je le vois régulièrement sur les personnes qui acceptent de faire ce chemin, on va dire, cette démarche. Il faut être rassuré, donc ça, le diagnostic a été clair au niveau ORL, et puis accepter de se poser, ne plus se disperser, parce que plus on se disperse dans des solutions magiques tout autour, plus quelque part, on augmente encore la perception de l'acouphène. Et puis cette démarche qui n'est pas forcément simple, c'est prendre soin de soi. Il y a la symbolique de s'écouter aussi, s'écouter mais différemment, pas seulement ce bruit, mais écouter autre chose. Peu à peu apaiser l'émotionnel, parce qu'il est souvent très très vif et très très présent derrière l'acouphène, c'est tellement agaçant que ça fait plutôt monter la pression, et donc il va falloir se calmer. Et puis petit à petit, que la personne ait l'impression qu'elle va reprendre la barre, qu'elle va retrouver son chemin et qu'elle va plus subir en fait quelque part. Et sortir du tunnel et revoir la lumière. Alors ça, c'est un peu le choix de n'importe d'ailleurs quelle démarche, hein, pour n'importe quel symptôme aussi. Mais ce n'est pas toujours simple, en tout cas pour la personne qui a des acouphènes, d'accepter qu'il va falloir prendre ce temps-là. Alors les objectifs de la démarche, c'est sortir du catastrophisme. Parce que c'est vrai que tout ce qu'ils lisent sur Internet, c'est de toute façon, on ne s'en sort pas. C'est pour la vie. Je l'ai entendu aussi hein, dans mon histoire personnelle. Et puis, on l'entend encore, peut-être de moins en moins, mais enfin, ça existe encore, de dire, vous aurez ça toute la vie. Évidemment, quand on vous dit ça, ça fait quelque chose, quoi. Alors, ça va faire partie de notre rôle aussi de sophrologue spécialisé dans ce trouble-là. C'est que déjà, leur dire, ça peut disparaître. C'est un langage qui n'est pas commun, que l'ORL ne va pas dire, mais que nous pouvons dire. Et après, je suppose que tu l'as entendu aussi dans ton cabinet, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, disent je ne l'ai plus. Voilà. Et dans le livre, vous verrez, il y a un très beau témoignage d'une chanteuse lyrique. Et elle est venue dans mon cabinet désespérée. Elle explique dans quel état elle était, parce que ça mettait en cause son travail, son métier de chanteuse. Et en fait, on a fait tout cet accompagnement. Alors, on a fait aussi un peu plus après sur l'émotionnel et tout, mais elle a fait le premier protocole qu'on va voir ensemble. Et puis quand j'ai repris, au moment où je lui ai dit, écoutez, voilà, je fais un nouveau livre, est-ce que vous voudriez témoigner de ce qui s'est passé pour vous? Et là, elle me dit, je ne l'ai plus, Mme Grévin. Je ne l'ai plus. Et ça, j'ai lu tellement de fois ça que c'est une bonne parole que j'ai envie aussi de dire. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est labile, c'est un phénomène qui est fluctuant. Et pourquoi va-t-il rester toute la vie? Donc, il y a deux choses. C'est effectivement donner une parole optimiste. Et puis, quelque part, pourquoi ça s'aggraverait? Voilà. Et leur peur, c'est si je me mets dans du bruit, ça va à nouveau aggraver le symptôme. Ben non, au contraire. Ça va peut-être au contraire réhabituer l'oreille au bruit. Et plus l'oreille va être habituée à nouveau à du bruit extérieur, plus il va oublier le bruit intérieur. Donc, il y a tout un cheminement aussi à faire avec eux. Oui? Quand est-ce que vous me parlez de votre clinique? En même temps? Non? Non, parce que tout ça, c'est écrit. Hein? Oui.
On va essayer de sortir aussi d'un comportement d'évitement, hein, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'avec l'acouphène, il faut que je m'isole maintenant, que je ne sois plus du tout dans le bruit. C'est juste l'inverse qu'il faut faire. Et puis, ne plus se sentir la victime, hein. On sent vraiment ça, c'est à un moment donné, je suis victime d'acouphène, comment je vais m'en sortir? Et redonner une juste place aux symptômes. Certes, c'est un symptôme, et moi, je vais vraiment les autoriser dans mes consultations à dire que c'est effrayant, que c'est désagréable. Enfin, émotionnellement, il faut parler de ce symptôme. Il faut accueillir pour nous la parole du symptôme qui est très, très déplaisant. Mais en même temps, il va falloir lui redonner une juste place. Là, il prend trop de place. Alors, je vous ai trouvé cette petite image parce que je trouve qu'elle est assez symbolique. C'est que si on prend toujours le même chemin, on va finir par laisser des traces, hein. Et si on s'intéresse tout le temps à l'acouphène, effectivement, notre cerveau, il y a des directions sur lesquelles il va revenir. C'est pour ça qu'il est très obsessionnel. Et en même temps, je trouve que cette image aussi donne un autre aperçu, c'est qu'on peut découvrir aussi, en prenant un autre chemin, un nouveau chemin, et puis on peut expérimenter dans ce nouveau chemin des nouvelles sensations et des émotions. Il faut accepter tout ça, hein, mais quelque part, c'est montrer aussi que plus on est dans l'obsession du symptôme, plus en fait on laisse des traces. Alors, comment on va s'en sortir? Le premier conseil qu'on va donner, c'est arrêter de fuir l'acouphène. Il faut lui faire face. Alors évidemment, ça prend du temps. On va se rapprocher, nous, évidemment, la proposition qu'on va faire, c'est se rapprocher de ses sensations corporelles et auditives. Et puis, se rapprocher de ce qui nourrit et non pas de ce qui appauvrit. C'est-à-dire que plus le champ de conscience est réduit sur l'acouphène, plus la vie est pauvre. Je veux dire, hein, tout ce qui est obsessionnel va réduire, en fait, quelque part, l'intérêt sur la vie. Donc, on va essayer aussi, à travers cette démarche de sensations corporelles, de sensations auditives, de renourrir un peu, quelque part, l'extérieur et l'intérieur. Et puis, accepter aussi d'expérimenter à travers la démarche du nouveau. On va, souvent, quelquefois, je leur demande au premier, alors, d'accord, on part à l'aventure. C'est une aventure, en fait, quelque part, hein, le cheminement qu'on va leur proposer. Hein. On n'a pas le bouton off, mais on leur propose un cheminement quand même. Hein. Hein? Une aventure. Mais une aventure. Oui, mais c'est ce que je dis, action, on commence. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être patient, quoi. Ça va pas être miraculeux, mais ça marche. Alors, cette sophrologie, on l'appelle spécifique acouphène parce que, effectivement, et je vais vous en parler un petit peu plus, et c'est aussi dans le livre, on en parle effectivement plus en détail que ce que je vais pouvoir vous faire, mais j'ai essayé de vous faire un résumé pour vous donner déjà un aperçu de ce protocole. Alors, c'est le protocole qui est publié, on va le revoir aussi tout à l'heure. Donc, cette oreille, au départ, elle entend beaucoup le son. Après, petit à petit, le but, c'est qu'elle l'entende de moins en moins. Hein, le son devient de plus en plus faible. La perception, en tout cas, qu'on a de ce son va devenir de plus en plus faible. Comment on va y arriver? Eh bien, on a 4 composantes qui vont être extrêmement importantes dans ce protocole. La composante cognitive, c'est-à-dire on va s'informer sur le symptôme, on va se libérer des perceptions négatives, voire obsessionnelles, et on va aider la personne à changer de point de vue. Pour le moment, c'est je ne peux pas m'en tirer, je ne peux pas. Voilà, il y a plein de pensées négatives, et c'est pour ça que ça va se rapprocher un petit peu de la TCC aussi, de cette approche cognitive, dans le sens où il y a beaucoup de pensées dysfonctionnelles, il y a beaucoup de pensées qui arrivent dans tous les sens, et il va falloir faire un petit peu le tri de tout ça, et il va falloir voir un petit peu mieux pourquoi on a toutes ces pensées-là, tout ce qu'on croit, mais qui n'est pas la réalité. Après, ça c'est une approche dont nous sommes assez fiers en sophrologie, c'est effectivement le côté sensoriel, c'est-à-dire découvrir des nouvelles sensations qui sont corporelles, auditives. Hein. Il y en a parfois que j'ai vu dans mon cabinet sur des mouvements très très simples, ne pas bouger, être figé, parce que effectivement c'est pas simple, et on est plus dans sa tête avec l'acouphène. Et puis accéder à la détente, même avec l'acouphène. Ça va être le but, en tout cas, de ce protocole. La composante émotionnelle, c'est diminuer le caractère intrusif de l'acouphène. Et ça ressort bien dans l'étude. Et j'aime bien, moi, ce mot, parce que finalement, c'est comme une intrusion dans la vie de la personne. Elle considère, en fait, que ça vient l'envahir, que ça vient quelque part inonder sa vie, envahir. Et on va diminuer à travers la démarche, justement, le caractère un peu trop envahissant de l'acouphène et retrouver de l'apaisement.
Et puis en dernier lieu, et là on va retrouver un petit peu l'approche aussi comportementale, ou quelque part, eh bien, essayer d'avoir un comportement adapté en cas de crise, et puis retrouver petit à petit une meilleure qualité de vie. Hein. Donc, on va travailler sur ces 4 composantes. Alors, je vais vous en dire encore un peu plus. Hein. Il y a 3 étapes. La première étape, elle est très importante. Hein, c'est le moment, en général, ça prend à peu près 2 séances. Donc, on va être dans l'écoute, on va être dans la pédagogie, et puis dans la mise en place déjà de réflexes détente. Alors, on va voir un petit peu comment. La deuxième, c'est la personne va passer dans une autre étape à un moment donné, c'est elle va s'approprier les techniques, c'est ce qui va lui permettre de défocaliser. Et puis la troisième, elle va être autonome. Et c'est souvent ce que disent les ORL, allez voir un sophrologue parce qu'à un moment donné, vous pourrez gérer vous-même vos crises. C'est l'autonomie qui est mise en valeur. Et puis c'est une meilleure qualité de vie. Alors c'est une prise en charge qui est brève, donc ça c'est facile aussi pour l'ORL à dire. C'est 6 à 8 séances d'1 heure sur 2 à 4 mois. Hein, donc, on est sur quelque chose. L'étude nous l'a montré. Moi, je parlais toujours d'un protocole de 6 séances, mais on a vu dans l'étude, sur les 17 sophrologues, voilà, parfois, il en faut un peu plus. Hein, et on va voir qu'on peut les emmener beaucoup plus que ça. Mais au départ, déjà, avec 6 à 8 séances, la personne, elle met vraiment de côté l'acouphène. Alors, l'étape 1, elle est très importante. C'est je suis mieux informée sur le symptôme. Donc là, on est vraiment dans une écoute. Moi, je leur dis toujours, posez-moi toutes les questions. Voilà, s'il y en a où je ne sais pas répondre, je vous dirai, je ne sais pas répondre. Mais posez vos questions parce que c'est tellement dans leur tête qu'à un moment donné, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils disent toutes leurs inquiétudes, toutes leurs angoisses parce qu'ils ne peuvent pas toute la journée en parler à leurs proches. Donc, ça tourne en boucle. Ce qui est très important dans l'étape 1, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre en place une stratégie? Et pour aller après vers l'étape 2 et vers l'étape 3. Alors, dans cette étape 1, il y a beaucoup de pédagogie et une stratégie vers une nouvelle écoute, hein, puisque au départ, on essayait de fuir l'acouphène. Là, on va être plus dans, on va le voir, dans quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est un moment où je pose les questions et je cherche à comprendre. Très important dans cette première étape. Je vous dis, normalement, une première étape comme ça peut être que 2 séances. Hein. Si vraiment le sophrologue a les mots qu'il faut, etc., ça va vite. Et si la personne est prête à entendre. Et puis là, je m'approprie des pratiques spécifiques en rapport avec le sonore. Et la respiration aussi. Moi, je leur dis, c'est à un moment donné, acouphène, il faut tout de suite mettre notre déclencheur de calme. Alors, cette étape 2, elle est très importante parce que le cerveau, il devrait normalement, si on a bien passé l'étape 1, être moins inquiet. Donc, ça y est, on peut démarrer une démarche active de prise en charge. Alors, pour certaines personnes, on ne va pas aller, c'est pour ça qu'on a des abandons, il faut quand même le reconnaître, c'est que la personne, à un moment donné, je suis désolée, vous ne m'avez pas donné la solution miracle, je n'ai pas envie. Hein, donc, voilà. Mais il faut vraiment persuader, et je pense que plus on le fait en amont, plus on le fait en expliquant au départ que c'est une démarche active, plus c'est facile. Et là, l'ORL aussi a un rôle là-dessus. Je me rapproche de mes sensations corporelles et auditives, et puis je prends conscience des tensions que j'ai internes, et puis j'apprends à me détendre. C'est les objectifs de la démarche de l'étape 2, qui, elle, peut être entre 2 et 3 séances. Voilà, et j'installe des pauses dans la journée. Alors, quelquefois, je leur dis, vous avez des post-it, mettez des post-it à plusieurs endroits dans votre appartement pour quelque part, dès que vous voyez le post-it, vous dites, ah oui, pause, pause. Hein, c'est vraiment aller vers des petites choses comme ça qui vont aider au quotidien. Alors, comment je me rapproche de mes sensations? Eh bien là, on va avoir des pratiques en rapport avec le sonore et les détentes, ce que moi j'appelle les détentes flash. Et là, on va retrouver davantage la méditation de pleine conscience, mindfulness. Parce que mettre quelqu'un qui souffre d'acouphènes dans une pratique longue, une sophronisation comme nous appelons en sophrologie, c'est presque impossible. Enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi, je disais toujours, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? J'entends sans arrêt. Et donc, depuis qu'on a introduit dans cette méthode-là des détentes flash, des choses très courtes qui font que 2 à 4 minutes parfois au départ, eh bien, la personne va presque jouer avec nous en disant « Ah oui, je l'ai un peu entendu, mais j'ai aussi entendu votre voix. » Et puis finalement, je me suis relaxée un petit peu.
Et puis, on va avoir ce qui est très sophro, relaxation dynamique, pour amener des réflexes de détente en cas de sensations auditives désagréables. Alors là, je vous ai mis une image, on en a une entre autres, voilà, où on va plutôt s'occuper du haut de son corps, plutôt le détendre. On va toujours s'intéresser à la proprioception, puisque effectivement, l'ancrage est très important au niveau de nos deux pieds sur le sol. Mais en même temps, le regard aussi doit toujours être bien droit devant soi, parce que justement, il y a des problèmes de vertige parfois. Et nous, on fait très, très attention aussi à ce côté du regard qui doit... Le regard, en fait, ça soutient l'audition. Très important, la vision soutient l'audition. Voilà, et puis on a d'autres exercices qui sont plutôt des exercices d'autogestion de son propre stress. Au lieu de le garder à l'intérieur de soi, on va le mettre à l'extérieur. Donc ça fait partie de nos pratiques spécifiques qu'on va démarrer assez rapidement à la première étape, mais c'est à la deuxième étape qu'on va effectivement un peu plus se les approprier, en tout cas pour les patients qui viennent nous voir. Et l'étape 3, eh bien, je commence à mettre à distance les bruits parasites parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie et pas seulement les acouphènes. Je comprends mieux, alors ça c'est même quelque chose qui a été dit aussi dans les témoignages que j'ai reçus là avant de publier. Il y a un patient qui m'a dit « Je comprends mieux maintenant ce qui aggrave la perception de mes acouphènes et donc je sais anticiper. » Voilà. Et j'essaie d'éviter de me trouver dans la situation qui va aggraver l'acouphène. Voilà, et je peux, alors ça c'est vraiment la fin de l'étape, donc on est sur la 6e ou 7e ou 8e séance, je peux me projeter dans un avenir plus serein, même avec l'acouphène. On ne peut pas leur dire qu'il va, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui, ça disparaît, mais il y en a qui le gardent. Moi, entre autres, il est toujours là, mais je peux passer des journées entières sans l'entendre. Donc on peut vivre normalement, sereinement, même avec l'acouphène. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de la dernière étape. Alors, comment je me projette à l'avenir avec ou sans l'acouphène? Cette étape 3, et là, je le mets dans le livre, cette séance d'auto-hypnose sur 20 minutes. Il y a un QR code qui permet d'avoir les détentes flash. Et puis, en même temps, la séance d'auto-hypnose qui va durer à peu près 20 minutes. Voilà, donc une petite image un peu symbolique où la personne est vraiment relâchée. Et qui va permettre auto-hypnose, c'est-à-dire que je peux aussi... Au départ, je vais le faire avec le sophrologue, c'est indispensable parce que c'est sa voix qui va m'accompagner dans cet état entre veille et sommeil. Mais à un moment donné, peut-être que je pourrais le faire tout seul. Moi qui souffre aussi d'hyperacousie, c'est vrai que l'auto-hypnose m'a beaucoup aidée pour me mettre dans des situations comme si j'entendais plus à un moment donné les sons extérieurs qui autrefois paralysaient ou me mettaient dans des peurs terribles. Donc ça, c'est un apprentissage aussi qui se fait plutôt sur l'étape 3 et qui peut effectivement être répétitif et être fait après chez soi. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'étude. Ça va, je suis encore dans le timing, mais ça va vite quand même. Ouais. Donc, ça s'appelle l'étude, c'est première évaluation de la prise en charge sophrologique des acouphènes subjectifs, c'est le nom de l'étude. Il y a 17 sophrologues du pôle sophrologie acouphène, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont participé à cette étude. Au départ, il y a eu 230 patients qui ont démarré le protocole, ce qui est quand même pas mal. Ça s'est passé en cabinet aussi, donc dans une situation tout à fait, je veux dire, libérale. Il y a 140 patients qui ont terminé le protocole. On s'est intéressé bien sûr au questionnaire de handicap avec un score et des sous-échelles. Et puis, on a vu dans cette étude, en tout cas, qu'entre 6 à 8 séances, on obtenait des résultats intéressants et sur une période de 2 à 4 mois. Et donc, je vais vous en dire aussi encore un peu plus. Voilà, ça a été publié aux Annales européennes. Il y a eu 3 ORL qui ont co-signé l'article, la scientifique. Je suis la directrice de l'étude et j'ai une collègue sophrologue qui a aussi participé à cette étude. Donc, c'est un travail qui a pris 4 ans de notre vie quand même. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais je pense que ça valait la peine aussi de montrer à un moment donné qu'effectivement, on peut avoir des résultats. Après, comme tous les résultats, ils peuvent être, je veux dire, les scientifiques nous disent qu'il faut toujours continuer, il faut faire mieux, etc. Alors ça, je vous ai mis ce schéma-là. Peut-être là, je vais me tourner. C'est simplement pour vous expliquer
Là, c'est les 140 patients qui sont là. Donc, je ne sais pas si on me voit toujours. Non, peut-être pas. Au niveau du distanciel. Par exemple, je vais prendre un patient qui était à 84, un THI. Donc, on est sur le score du THI au départ, hein, donc le score du questionnaire. Et à la fin, donc là, on est sur le final, il est plus qu'à 20. Donc, on a divisé par 4, en fait, quelque part, le score. Et pour aller un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y en a un seul dégradé, ça veut dire que lui, son score était plus élevé. On a su d'ailleurs pourquoi, c'est parce qu'il reprenait le travail le lendemain, il n'était vraiment pas bien. On en a 3 pour lesquels le score n'a pas bougé. Et tous les autres patients ont été, c'est-à-dire 136, qui ont été améliorés. Donc c'est ça qui a intéressé aussi les ORL en se disant les résultats sont quand même assez, puis 17 sophrologues, et je veux dire, voilà, je n'étais pas dans tous les cabinets, ça s'est passé vraiment voilà, en bonne et due forme dans chaque cabinet. Voilà, donc amélioration, on en a beaucoup. Voilà, c'est ce qui a intéressé les ORL et qui nous ont aidés effectivement à publier après. Voilà, ça, je voulais aussi vous mettre ça parce que ça, c'est quelque chose qui était important aussi dans la sévérité du handicap au départ. On avait des invalidants, donc une dizaine, et là, on avait une 50aine de personnes qui étaient dans un handicap lourd. Alors, invalidant, c'est-à-dire toutes les structures du sommeil sont perturbées, la vie est perturbée, on entend l'acouphène tout le temps. Lourd, la personne n'allait pas bien non plus. Elle est aussi dans un moment où c'est pas du tout facile pour elle, ça perturbe sa vie de tous les jours. Et on va voir qu'en sévérité finale, c'est-à-dire à la fin du protocole, et là, il n'y a plus aucun en handicap invalidant, hein, en sévérité invalidant, aucun en lourd. Et par contre, on les retrouve dans moyen, modéré et léger, ce qu'on n'avait pas là. Modéré, ça veut dire qu'ils sont encore un peu gênés par l'acouphène, mais ils arrivent je crois que le terme est vraiment oublié, ils arrivent à l'oublier dans les activités du quotidien. Voilà, c'est ça le modéré. Voilà. Et moyen, ils sont encore un peu gênés. C'est-à-dire, il y a certains moments de la journée où ils l'entendent. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, et c'est ça qui a intéressé aussi ceux qui ont vu notre étude. Ils ont trouvé que c'était intéressant aussi d'en parler. Voilà. Alors, les résultats de cette étude multicentrique ouverte, c'est qu'un accompagnement sophrologique spécifiquement adapté aux acouphènes peut permettre une diminution significative du handicap, une atténuation du caractère intrusif des acouphènes, hein, je vais finir par les oublier ou en tout cas les mettre à distance, et c'est une amélioration de la qualité de vie. Alors, notre discours en équipe pluridisciplinaire, là je vais sur une conclusion. Faites confiance à l'ORL, s'il y a des personnes qui écoutent là et qui ont des acouphènes, faites confiance au diagnostic parce qu'il est indispensable. Sachez que, en tout cas, le discours de l'ORL de l'équipe, il a des solutions. Et puis que si vraiment vous êtes au sein d'une équipe pluridisciplinaire, on travaille en collaboration et on est là pour vous soutenir. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, je pense que c'est un point qui est quand même extrêmement important. Et puis là, je vais avoir une petite conclusion aussi sur cette sophrologie spécifique pour l'audition. Je crois qu'elle propose vraiment de découvrir votre oreille autrement et avec davantage de sensorialité. C'est vraiment les remettre, alors que l'oreille est l'objet de souffrance, et c'est de redevenir objet de plaisir. Écoutez, en tout cas, c'est vraiment, ça a été mon parcours personnel, et j'ai tellement eu envie après de faire passer le message, de se servir de la vie de tous les jours, des oiseaux, de tout ce qui peut être source de plaisir, de musique aussi, toujours doux, c'est pas la peine d'aller agresser l'oreille, mais de retrouver cette sensorialité, ce plaisir d'écouter et d'entendre. Parce que quand même l'oreille, c'est ce qui nous met aussi en communication avec l'autre, c'est ce qui nous permet de garder nos fonctions cognitives, quoi. Il y a pas mal de choses quand même. Et puis ça a été un cadeau que j'ai eu lors d'un stage que j'ai fait en Normandie. C'est écrit en tout petit, hein, c'est une coquelie de souris. C'est donc, j'avais quelqu'un qui souffrait beaucoup, qui venait de Belgique, qui souffrait énormément d'acouphènes. Elle est venue à ce stage et en fait, elle était chercheure en Belgique. Et après, elle m'a dit, si vous voulez, je vous enverrai des images. Donc, normalement, c'est animé, mais je vous la présente assez rapidement. Alors, en vert, on voit les neurofilaments.
En magenta, ce sont des protéines myosines. En rouge, c'est de l'actine, enfin, c'est les touffes ciliaires, des cellules ciliées. Et en bleu, c'est les noyaux cellulaires. Voilà, c'est pas pour vous faire... c'est simplement pour vous dire qu'en fait, l'oreille, c'est joli. Ça peut être, en tout cas, c'est un organe extrêmement sensible. Et c'est aussi ça que j'ai retenu aussi de tout ce parcours. C'est cette oreille, c'est quand même un organe extrêmement fragile. Mais d'une complexité aussi énorme. Et à chaque fois que nous allons dans les congrès AFREPA, dans les congrès, les colloques, moi j'écoute toujours avec un grand intérêt en fait tous ces chercheurs qui nous expliquent comment fonctionne l'oreille. Et donc c'est une machine incroyable, quoi. Voilà, alors la sophrologie spécifique pour l'audition, elle suggère un point de vue différent sur les difficultés rencontrées. Elle invite à se projeter plus sereinement sur l'avenir, avec ou sans les symptômes. Elle invite à développer aussi de nouvelles capacités. Alors, dans ces cas-là, on est sûr, et ça, je voulais quand même vous le souligner, sur une durée d'accompagnement plus longue. Quand il y a une gestion des émotions aussi très forte derrière l'acouphène, ce n'est pas 6 séances qui vont suffire. Donc là, on va les emmener un peu plus longuement. C'est une approche aussi qui est plus holistique, qui est aussi phénoménologique quand on parle de la sophrologie. Et puis, on va vers une conscience beaucoup plus sereine. Et ça, c'est ce qui ressort aussi des témoignages. C'est à un moment donné, il y en a un, il exprime ça en disant « Je me croyais un damné », c'est vraiment le terme qu'il utilise, « un damné de l'acouphène, et j'imaginais pas qu'il y avait au fond de moi une telle conscience sereine ». Donc, c'est beau, ça. C'est-à-dire, quelque part, c'est se dire que c'est tout un cheminement qui nous emmène vers autre chose. Voilà, alors je vous remercie de votre attention. Je crois que ça va être bon quand même pour avoir un petit peu d'interaction avec vous. Je voulais aussi vous montrer cette carte pour AFREPA, dont je vous ai beaucoup parlé, afrepa.org, pour trouver une équipe pluridisciplinaire dans la France. Donc, il y a encore des régions où il n'y en a pas, mais on en a de plus en plus. On est un peu à l'origine, je suis un peu à l'origine aussi avec les ORL, donc cette association a plus de 10 ans. Et puis, on essaie, je pense que je peux participer assez aussi pour aider un peu à mettre les gens en relation entre les ORL, les audios et les sophrologues. Et puis, nous avons, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le pôle sophrologie acouphène, pour trouver un sophrologue spécialisé. Alors, il nous reste encore quelques régions où on a quelques trous, mais on va dire que on a aujourd'hui plus de 200 sophrologues spécialisés. Donc, c'est aussi, en tout cas, les ORL nous disent, c'est aussi une garantie que voilà, les personnes qu'on va trouver sur ce site appliquent ce protocole et puis quelque part ont été formées, moi j'y tiens toujours beaucoup, avec des médecins. Lors des formations, on voit les médecins. Alors, ça a été plus compliqué avec le Covid, mais on a fait des enregistrements. Mais c'est important aussi d'avoir le contact aussi médical avec l'ORL. Voilà, je ne sais pas si je reste sur cette diapo, c'est ma dernière. Donc, quand est-ce qu'il est sorti le livre? Alors, oui, c'est tout récent. Il est sorti en février. Voilà, donc c'est récent. Il y avait une envie quelque part, parce que le premier livre, il date de 2010, donc ça faisait quand même quelques années. Il avait été republié, enfin une réédition en 2014. Mais j'avais vraiment envie de parler aussi de tout ce parcours qui forcément s'est enrichi. S'est enrichi auprès de l'équipe pluridisciplinaire, s'est enrichi auprès des sophrologues du réseau et puis avec cette étude aussi qui a donné aussi une impulsion aussi à tout ce travail, à cette méthodologie. Et puis voilà, on pense peut-être refaire une étude, on en parle, mais bon, on sait que c'est beaucoup de travail, on verra l'avenir. Mais en tout cas, déjà dans ce livre, je pense que vous pouvez retrouver déjà une méthode. Et puis surtout, ce que me disent les personnes, il y en a encore quelqu'un qui m'a dit, votre livre, alors ça pouvait être aussi bien le premier, je l'ai tout le temps avec moi, parce que quand je ne vais pas bien avec l'acouphène, je le regarde, et il me soutient, parce que vous en êtes sorti, et vous donnez aussi, à travers ce livre aussi,
eh ben, voilà, les difficultés, Partage voilà, un partage de comment on peut voilà, mieux vivre avec. d'astuces, Oui, peut-être aussi. oui, oui, je sais pas. Et il se retrouve tellement dans l'histoire aussi. Il se dit, elle s'en est sortie, donc il faut écouter ce qu'elle raconte. Et puis, et donc, c'est vrai qu'il y a une interaction. Et il y en a qui me disent, oui, plusieurs années après, parce que évidemment, ça fait pas mal d'années que j'ai commencé, qui me disent, en fait, j'ai toujours, il est jamais très loin le livre. Voilà, je le ressors de temps en temps quand je sens que je vais pas bien et je relis. Alors, j'en ai vu aussi arriver avec des stabilos partout. J'en ai vu aussi arriver en me disant, il faut que vous m'expliquiez, parce que page temps, vous avez dit ça, moi, je ne comprends pas. Donc, il y a aussi ce côté de vouloir en savoir plus. Je dis, bah, si je peux répondre, je vais essayer. Voilà. Et par rapport aux ORL, là, est-ce que c'est prévu, peut-être que dans la formation, justement, des ORL, qu'à un moment donné, ça puisse passer, ça puisse enfin, filtrer, justement, que la sophrologie, ça puisse être complémentaire, associée à leur profession. Enfin, Alors là, avec l'étude, ouais. là, je pense que... Alors déjà, pour répondre à la question, c'est qu'avant le départ du docteur Oresser, dont je vous ai parlé, donc au moment de sa retraite, on a fait un ouvrage qui est collection ORL, donc il est destiné aux ORL, sur le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Et là, on a tous notre part. Donc il y a aussi bien l'audio, d'abord Non, j'aurais pu le mettre d'ailleurs Non, mais les différentes personnes qui font partie de cette équipe. Oui, voilà, c'est ça. L'ORL, si je bien compris, c'est quand même... C'est le coordinateur. C'est le coordinateur. Et donc, on a fait cet ouvrage avec 2 ORL, un audio, une psychologue, un psychiatre, un hypnothérapeute, un ostéopathe. Et donc, alors, si vous voulez en savoir plus, c'est Elzévir Masson, vous allez le prendre, c'est un gros pavé. Mais ça, c'est pour répondre à votre question, c'était aussi pour sensibiliser les ORL au travail d'une équipe pluridisciplinaire et que c'est plus efficace que d'être tout seul en cabinet et de dire, bah, je ne sais pas, aller voir peut-être un tel ou un tel. Et après, la sophrologie est rentrée quand même rapidement dans ce noyau dur parce que quelque part, on proposait quelque chose qui était assez simple. Moi, j'ai commencé par les cours collectifs, par exemple, avant de rentrer dans cette grande équipe parisienne là, qui a 5 ORL et 25 salariés. Ça va revenir. Je suis rentrée avec les cours collectifs, c'est-à-dire quelque part, la sophrologie avait une approche un petit peu simple qui permettait voilà, d'indiquer aux personnes qu'elles pouvaient suivre cette voie-là. Et après, on a fait davantage c'est là que la méthode, je l'ai développée au fur et à mesure des consultations et de tout ça. Voilà, mais c'est bien rentré aujourd'hui dans chaque équipe pluridisciplinaire, il y a un sophrologue. Et les sophrologues sont souvent même un peu moteurs aussi, hein, en essayant de motiver aussi les ORL. Mais ça leur prend tellement de temps, les gens qui ont des acouphènes, que effectivement, avoir une consultation acouphène, c'est compliqué pour eux parfois. Mais ça prend du temps. Par exemple, là, moi, je suis dans la région de Caen. Avec le sophrologue, on a été très patient. Et au bout de 6 ans, l'ORL est revenu vers ma collègue sophrologue à Caen. Elle lui a dit, allez, je suis prêt, on y va. Et donc, il y a 2 ORL. Donc, il y a quelque chose, voilà, qui... Ben oui, mais c'est bien. Et, enfin, ça fait partie d'abord du changement comme à chacun. Et comme les patients, vous l'avez très bien dit, qu'il y a des patients, dès la deuxième séance, ils vont dire vous n'avez pas fait, enfin, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas prêts non plus, peut-être eux-mêmes, à changer. Chaque chose, il y a une courbe du changement, il y a des étapes qu'on ne peut malheureusement pas griller. Et ça se retrouve partout. Alors, ça, c'est très juste. Alors, l'ORL qui nous amenait le plus de monde, c'était le docteur Oresser, donc tu as dû la connaître. Oui. Et alors, elle allait à l'endroit où les patients payaient leur consultation à la sortie, hein, parce que c'est un gros cabinet, hein, dans le 15e, et elle leur disait, allez voir le sophrologue, allez voir le sophrologue. Donc, elle tapait comme ça sur sur le bureau en disant, je vous ai dit quelque chose de sérieux là, faites-le. Mais on en a eu un d'ORL comme ça. Hein. Donc, ils ne sont pas tous à insister à ce point-là.
Mais du coup, c'est vrai qu'elle a envoyé. D'ailleurs, si on a fait cette étude en 2016, au départ, parce qu'on l'a démarré en 2016, c'est grâce à elle, parce qu'elle envoyait énormément. Ouais. Mais bon, pour trouver, après, ça a été aussi tout un parcours auprès de l'ORL. Hein. Ça n'a pas été simple non plus au départ, parce qu'il fallait déjà avoir montré qu'on était capable montrer qu'on restait bien à notre place, hein, toujours à notre place de sophrologue et pas de médecin. Hein. Donc, il y avait une forme d'humilité qui était très indispensable et que j'ai su mener. Voilà. Mais en même temps, je trouve qu'on a grandi ensemble, quoi. Eux, ils se sont ouverts. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi, hein, avec des cerveaux pensants et cognitifs très forts chez le médecin, et nous, plutôt un peu plus dans l'émotionnel. Hein, mais en fait, cette richesse d'échange a toujours été très, très importante et très riche, finalement, très enrichissante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le... Virtuel, là. Oui, on pourrait. Moi, je les ai là, mais vous ne les avez pas. Non. On pourrait les mettre en plein écran si on veut. Non, ça se On verra peut pas. Ça se verra pas. Voilà, j'espère qu'ils nous ont bien entendus et que voilà. Si vous avez des questions, il faut plutôt qu'ils écrivent, hein, je pense. Oui, ils peuvent parler aussi. Ils peuvent parler à ce moment-là, Oui. remettre leur micro. Je vais juste voir un petit peu. Spécialement. Alors, Bonjour, oui. Oui, bonjour. bonjour. Je vais Donc, mettre la caméra, Nathalie ce sera mieux. Brouard. Donc, moi, je suis sophrologue et j'ai vu une personne récemment pour des acouphènes subjectifs. Et cette personne était malentendant. Et donc, avec en plus cet acouphène, il y avait un gros problème de communication. Donc, je voulais savoir si par hasard vous auriez des astuces ou des expériences à ce sujet. Alors, est-ce que c'était quelqu'un de malentendant, mais appareillé ou non appareillé? Alors, il était appareillé, mais malgré ça, c'était très compliqué de communiquer. Alors, j'en ai eu quelques-uns. À ce moment-là, on fait beaucoup avec les gestes. On montre Oui. l'exercice tout le temps, du début jusqu'à la fin. Et on peut aussi mettre l'exercice sur un papier. C'est-à-dire que la Alors, personne... j'ai fait ça sur mon... Vous Oui, l'avez fait? pardon, excusez-moi. Non, non, mettre l'exercice en fait visuellement sur un papier et pouvoir lui expliquer. Et après, on le fait ensemble. Oui, alors c'est ce que j'ai fait, parce que de toute façon, je lui transmettais des fiches de toutes les manières, Oui, avec voilà, les oui. pratiques détaillées. Et j'ai même fait sur mon ordinateur, essayer de faire une petite sophro très courte en faisant défiler le texte, ne serait-ce que pour la respiration, pour le guider un peu, mais malgré ça, ça a été très compliqué. J'étais un petit peu désespérée et frustrée. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, quelque part, entre autres, la proposition qu'on fait, c'est quand même de rééduquer l'oreille sur le monde extérieur et sur le sonore extérieur, enfin tout ce qui est sonore. Ouais. Or là, il y a un monde intérieur qui est dans le bruit, Mm. la personne malentendante, et c'est très compliqué, en fait, quelque part, d'aller chercher, comme nous on le propose, d'aller chercher vers l'extérieur. Mm. Donc c'est plutôt faire la paix intérieure. Et là, est-ce que ça peut être un espace quelque part de parole? Ça peut être aussi ça, aussi avec vous, un espace de parole. Ça peut aussi libérer quelque part une écoute, en fait, quelque part de ses peurs, de ses angoisses, de sa solitude aussi, de ce manque de communication. Alors honnêtement, comme je suis aussi praticienne en EFT, Ah, j'ai fini par faire de l'EFT avec lui. et Et très bien. curieusement, ça lui plaisait beaucoup. Et ben voilà, voilà. C'est notre capacité d'adaptation aussi, hein. Eh oui, Oui, parce que je eh me oui. suis dit, bon, il faut que je tente quelque chose. Oui, oui, parce qu'on est sur un geste kinesthésique, donc c'est presque plus facile que peut-être notre voix de sophrologue. Mm. Voilà, tout à fait.
tout à fait. Après, ils vont beaucoup suivre. Moi, j'ai fait aussi des conférences à un moment donné sur un public, c'était du côté de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, il s'adresse essentiellement à des sourds et malentendants. Et en fait, ils lisent beaucoup aussi sur les lèvres. Hein. Une traductrice. Oui. Alors après, éventuellement, c'est effectivement orienté vers des sophrologues qui pratiquent le langage des signes. Pratique. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, il faut apprendre à signer. Moi, je sais que j'ai quelqu'un là, du côté de Caen, il m'a dit que dans son histoire, il a eu ses deux parents sourds. Et donc, il a appris à signer. Et là, il va le faire avec la sophrologie. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Bah, je vais apprendre à signer alors. Oui, si vous avez un public un peu dans ce sens-là, ça peut être intéressant, hein, effectivement. Ouais, ouais. Merci en tout cas pour votre question. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi je suis Vanessa, donc sophrologue également. Et en fait, j'aurais besoin que vous précisiez un peu ce dont vous parliez tout à l'heure au niveau de la détente flash. Oui, Vous parliez de commencer, enfin pour être sûr d'avoir bien compris, de commencer d'abord avec 2-4 minutes parce que c'était difficile au départ. Et vous avez parlé lorsque vous abordiez les séances d'auto-hypnose de 20 minutes et également pour la détente flash. On peut arriver à la fin, c'est ça? C'est à la fin de l'accompagnement, à 20 minutes de exact, détente flash ou c'est absolument. autre chose? Oui, oui, non, c'est D'accord. absolument. La détente flash, au départ, ce que je propose, c'est vraiment de se mettre en contact avec le sonore et au départ, d'entendre et d'écouter l'acouphène et de les autoriser à mettre un adjectif tel qu'ils le ressentent émotionnellement. Donc, il y en a qui m'ont dit, par exemple, j'entends l'acouphène, c'est désespérément désagréable. Voilà, c'est autorisé quelque part, on est là dans cette écoute, en fait, pour entendre justement cette émotion qui est très forte dans l'écoute. Et je dis toujours, à partir du moment où on commence par ce son qui est très désagréable, après, le cerveau va pouvoir aller ailleurs. Alors que ce n'est pas possible, sinon, d'essayer de distraire la personne avec des sons extérieurs. La personne va vous dire, moi, j'entends que l'acouphène. Alors que si on commence par l'acouphène, il occupe tout le champ de la conscience, donc on s'y intéresse, et à un moment donné, après, on s'en va un peu plus loin. Alors, je leur dis, après, c'est ma voix, après, c'est qu'est-ce que vous entendez dans la pièce où vous êtes, après, c'est l'extérieur, vous ouvrez la fenêtre, vous entendez, et on va de plus en plus loin. Et ça, ce sont des exercices qu'on appelle de méditation de pleine conscience, enfin, issus d'eux, sauf que moi, je les ai adaptés vraiment pour le sonore. Je ne vous vois pas, Vanessa, je ne sais pas où vous êtes. Ah, Ah, ben, elle est je peut-être un suis peu... là. Ah, voilà, ça y est, je vous vois. Voilà. Voilà. Vous êtes sophrologue? Non? Oui, Oui, c'est ça, oui, d'accord. c'est ça. Oui, vraiment, hein, ce sont des exercices qui sont très courts qu'on va faire que dans la première étape. Et après, effectivement, la séance d'auto-hypnose qui dure 20 minutes, elle est vraiment dans la troisième étape. Mais entre les deux, on va pouvoir aller piocher aussi dans nos propositions et dans nos pratiques, parce que la personne va se familiariser de plus en plus à notre voix, va se familiariser aussi à toujours commencer avec le sonore. Et après, c'est un réflexe qu'ils vont mettre aussi dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se mettent dans un fauteuil. Je leur dis, voilà, prenez un fauteuil chez vous, mettez-vous tranquillement assis, et puis laissez les sons qui parviennent à votre conscience. Voilà, des sons qui sont plus ou moins proches, plus ou moins agréables. Et donc, c'est les familiariser à nouveau avec l'oreille, une oreille qui entend, une oreille qui écoute, une oreille qui peut avoir du plaisir, mais aussi du déplaisir. Et là, on utilise vraiment le côté émotionnel aussi, pour apaiser, en fait, quelque part. Moi, je leur dis souvent que l'acouphène, c'est comme un enfant turbulent. C'est-à-dire que plus vous le rejetez, plus il revient en force, en fait. Et qu'à un moment donné, un enfant turbulent, bah, c'est mieux de l'accueillir, de lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Raconte, dis-moi.
Dis-moi ce que tu as. Voilà. Et après, l'enfant va pouvoir effectivement passer à autre chose. La couffaine, c'est pareil. Plus vous êtes obsessionnel dessus, plus vous voulez lui dire fous moi la paix, disparaît de ma vie, etc. Plus il est là, quoi. Plus la perception en est forte. Le fait de nommer l'émotion Ouais. par cet adjectif, en fait, physiologiquement, avec le cerveau, les petites glandes là, ça descend l'émotion. Ça descend l'émotion. Ouais. Je ne sais pas si vous entendez dans ces cas-là quand mes collègues parlent. Oui, enfin mes collègues ou les participants. Ici. Si, vous entendez? Voilà. C'est important de nommer les choses. Et ça, c'est très sophro aussi, ça, de phénoménologique. Voilà, quel est le phénomène qu'on ressent et comment on peut le nommer ou comment aujourd'hui on peut le ressentir. Ouais, et les choses évoluent. Voilà, est-ce que ça vous a intéressé, Vanessa? Oui, oui, oui. Après, justement, enfin, du coup, la détente flash, vous en avez parlé sur la deuxième partie. En fait, l'accompagnement, ça veut dire que sur les premières séances, les sophronisation de 20 minutes, c'est pas possible, en fait. Non, Ça sert à rien de leur proposer. Enfin, ou ça dépend peut-être de sur l'état. la première étape, sur les deux premières séances. Ah, Mais après, une fois qu'il d'accord. est familiarisé avec votre voix et tout, voilà, c'est bon. Hein. Mais au départ, il faut vraiment le prendre, j'allais dire, en douceur, quoi. Et moi, pour avoir vécu ça, parce qu'au moment où j'ai fait ma formation en sophrologie, je trouvais ça épouvantable, quoi. Je me disais, ils sont tous bien, là. Mais moi, avec les bruits dans les oreilles... Ah ben, bien sûr. Bien sûr. Mais justement, dans une détente flash, on voit tout de suite le retour. Au bout de 3 minutes, on a déjà un retour en disant bah, c'était insupportable, hein, j'y arrive pas, j'étais énervée. Ou au contraire, j'ai écouté votre voix et finalement, bah oui, je me suis posée, j'ai accepté de me poser, j'ai suivi votre voix, puis ça a marché. Mais bon, ça c'est différent d'une personne à l'autre. Hein. Alors, j'ai une autre question. Pardon. Oui. Alors, c'est Nathalie? Oui, c'est Nathalie. Je voulais savoir s'il est important de diminuer les temps de silence pendant le terpnos logos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il faut, j'allais dire, pas trop le laisser repartir sur l'acouphène. Donc, mais ça aussi, c'est pareil, Oui, c'est voilà. une étape. Hein. Après, on fait tout ce qu'on veut. Mais première étape, oui, parce que sinon, il repart sur l'acouphène. Si vous lui laissez trop de temps, il dit, bah, j'ai repensé à l'acouphène. Alors que si la voix, alors moi, j'appelle ça une voix un peu soutenue, une voix qui est un peu présente, qui peut être douce. Voilà, on ne va pas forcer non plus les choses, mais voilà, occuper le terrain, moi, j'appelle ça. Occuper le terrain pour, Oui. voilà, pour que la personne ne reparte pas sur son obsession. Ok, merci. Voilà, est-ce qu'il y a... Oui, une question, Alexandra? Alors, un peu psychologue, du coup. Oui. Comme j'ai entendu qu'il y avait souvent des traumatismes à l'origine quand je l'ai fait, est-ce qu'en traitant les traumatismes, comme avec le manuel, la psychologie, est-ce que ça viendrait agir sur le accompagnement? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est dans l'anamnèse, on s'en aperçoit. C'est-à-dire que si la personne dit vraiment c'est un trauma, voilà. Entre autres, ça a été mon cas. Moi, c'était nommé, je savais le jour, l'heure, etc. Et donc, j'ai travaillé en EMD, ouais, sur le trauma d'origine. Et ça, nous, on le sait au niveau de l'anamnèse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne dit c'était tel jour. Moi, j'en avais un qui m'avait dit c'est, je sais plus, le 21 mai à 18h, quoi. Quand vous voyez quelque chose qui est extrêmement daté, c'est effectivement traumatique, quelque part. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et là, la personne a... Là, c'est le sillon dont je parlais tout à l'heure, il est resté quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué. La PNL aussi marche bien, modifier un ancrage aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, après, la sophrocorrection sériée pour nous, les sophrologues. Et l'hypnose aussi, oui, oui. Oui, oui. Et puis, je crois, il faut aussi beaucoup... alors, le symptôme aussi peut avoir des bénéfices secondaires. Donc, ça, moi, j'en ai vu un récemment. Et en fait, il ne veut pas sortir de l'acouphène. Hein. C'est l'acouphène qui le dérange. Et tout ce qu'on peut faire autour, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, c'est là où on a besoin du psychologue ou du psychiatre. Parce que ça bute, en fait, quelque part. L'acouphène, il a un rôle.
Et donc, il ne faut pas chercher non plus à l'enlever ou à le mettre de côté. Peut-être qu'au contraire, il a besoin d'être là. Et donc, c'est là qu'on a besoin. Nous, on travaille quand même beaucoup en collaboration avec les psychologues parce qu'on a besoin de vous. Et quand je vois dans mes formations des sophrologues qui sont psychothérapeutes, sophroanalystes ou qui ont des formations un petit peu plus poussées ou des DU de psychopathologie, je les encourage à aller dans cette spécialisation-là parce que c'est un plus. C'est un plus dans notre... on va savoir. On a besoin quand même au démarrage de voir à qui on a affaire quand même. Alors c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais s'il y a des psychologues là parmi vous, le HAD peut nous servir aussi. C'est-à-dire mesurer le niveau d'anxiété, le niveau de dépression. Ça peut nous donner... Alors, nous, en sophrologie, on est plutôt sur l'anxiété. Donc, si le niveau, le HAD, il est bien fait pour ça, ce questionnaire. Donc, si c'est plutôt de l'anxiété, on garde. Si par contre, ça passe vraiment, s'il y a plus de points sur la dépression, hop, psychologue. Voilà. Non, on a un vrai travail de collaboration à faire avec voilà. Et on manque de psychologues. On manque de psychologues dans cette. On a beaucoup de sophrologues qui sont formés, mais peu en psychologues, et on en a vraiment besoin. Poser des prises en charge intégratives. Voilà, exactement. On a peut-être un rôle. Oui, peut-être que voilà, il y a quelque chose en tout cas on peut voir parce que finalement notre recherche, c'est ce que je vous disais, comment on peut mieux accompagner. On est dans cette démarche-là, donc on a besoin les uns des autres. Voilà, est-ce qu'un acouphène peut intervenir après un accident de la vie, mais traité, mais soigné? Alors, il y a des accidents de la vie. Oui, une chute, ou des choses comme ça. Et est-ce traité, correctement soigné, mais plusieurs années après, ce phénomène assez de retour d'acouphène apparaît. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a autre chose? Non, c'est possible. C'est possible. Ouais, ça peut apparaître après un trauma, une Après chute. plusieurs années. Oui, un accident de voiture, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Oui, ça peut arriver. Mais même un choc émotionnel, ça peut, par exemple, un deuil ou quelque chose comme ça peut arriver 6 mois ou 1 an plus tard. Même si ça a été pris en charge par un psy, oui, ou ça gênait pas plus que ça la personne dans sa vie, ou du moins elle n'avait pas le phénomène acouphène. Oui, c'est pour ça que l'étiologie, elle est pas très facile. Par contre, on n'a pas parlé des acouphènes objectifs, il y en a très peu, c'est 5%, puisqu'on était plutôt sur l'acouphène subjectif. Et l'acouphène objectif, c'est une tumeur qui s'installe sur le nerf auditif. Ça s'appelle le neurinome de l'acoustique. Mais il y en a très peu, et là, malheureusement, on ne peut pas beaucoup... Enfin, on peut les aider à essayer d'ignorer le bruit, mais on ne peut pas leur promettre que ça va disparaître, quoi. Pardon? Oui, ça s'opère. Alors, s'il est petit, on le laisse parce qu'il y a plus de risques à opérer. Voilà, sur le nerf auditif, c'est quand même une chirurgie très particulière. Mais en tout cas, on le surveille. Voilà. Et à partir du moment où après, il y a une gêne auditive, là, on l'enlève. C'est une chirurgie assez pointue. Assez pointue. Mais bon, heureusement, ça touche très peu de personnes. C'est toujours un acouphène qu'on appelle unilatéral, d'un seul côté. Et ça, c'est le diagnostic ORL au départ. Ouais, et ça, ils disent, les ORL, il ne faut pas passer à côté. Est-ce que du coup, c'est des personnes... Ah, Oui, désolée. alors Vanessa, et après je vous écoute. Allez-y, Vanessa. Ces personnes justement qui seraient atteintes d'acouphènes objectifs, enfin, Oui. c'est ça, Oui, on peut quand même les accompagner ou bien sûr. il vaut mieux, oui, Ah oui, au oui, niveau bien sûr. sophrologie? Ah oui, Ouais. ah oui. Pour essayer de mettre à distance le bruit, au contraire. D'accord. Oui, L'autospongiose, plus dans ce sens-là. l'autospongiose, c'est rigidification des osselets. Eux aussi, où on a besoin, on peut les accompagner. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans la promesse que ça peut disparaître, quoi. On évite, en tout cas de le dire. Parce que c'est un peu plus compliqué. On est sur des acouphènes objectifs, là. Oui, objectifs.
Oui, merci. Oui, je ne sais pas votre prénom. Je pensais au niveau de la personne qui devient autonome, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure Oui. l'acouphénique devient autonome, c'est-à-dire qu'il se gère à 100% ou il reste toujours en liaison avec un sophrologue ou avec son Alors, organe. ça, c'est une bonne question. Et toutes les questions sont bonnes, hein. Mais en général, ce qu'on leur propose, c'est de faire ce premier protocole, de faire le score final voilà, pour voir où ils en sont. Déjà, on va faire le point aussi avec eux et ça va mieux. Et après, on leur dit, si ponctuellement vous ne vous sentez pas bien, vous revenez nous voir. Et en général, ils appellent ça des petites piqûres de rappel et ils peuvent revenir 1 ou 2 fois nous voir parce qu'il y a une période de vie où c'est à nouveau plus présent. Et ils disent, j'ai un peu oublié, il faut que ça... J'aimerais bien qu'on refasse 1 ou 2 séances. Donc, on peut les revoir. Et puis après, c'est ce que je vous disais aussi, on peut faire des accompagnements plus longs pour des personnes qui vont aller au-delà de simplement mieux vivre avec l'acouphène, c'est-à-dire avoir une meilleure gestion des émotions. Ouais. Ils s'aperçoivent, moi j'ai suivi quand même beaucoup d'hommes dans ma consultation, et ils m'ont souvent dit, je ne serais jamais venue dans un cabinet de sophrologie si je n'avais pas eu des acouphènes. Et finalement, ils ont été intéressés aussi en disant, oui, c'est vrai, c'est quand même une difficulté que j'ai dans ma vie par rapport aux émotions, par rapport voilà, à ma façon de vivre, et j'ai envie d'apaiser tout ça ou de me sentir mieux. Et là, à ce moment-là, on refait un protocole de 6 séances, enfin en moyenne, hein, on s'adapte, et on les suit de façon plus longue. Et entre autres, cette chanteuse lyrique, je l'ai accompagnée justement dans un deuxième parcours sur la gestion des émotions, et la plupart du temps, on va dire 1 personne sur 2, on les accompagne plus longtemps. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé que voilà, l'approche était intéressante et qu'ils voulaient aller plus loin. Sur la prévalence, je ne sais pas si je dis ça, est-ce qu'on a homme-femme, est-ce que... Alors, il faudrait regarder dans mon livre. Je crois que c'est à 13% d'un côté et... ouais. Je ne sais même plus si c'est homme ou femme, qu'il y en a un tout petit, un petit peu plus. C'est pas significatif. Je crois qu'il y en a où c'est 13% et l'autre c'est 14%. Voilà, il y a 1% de différence. Mais je ne sais plus si c'est homme ou femme. Dans l'étude, c'est dirigé, c'est quasiment 56. 49. Oui, on a à peu près autant d'hommes que de femmes. Oui, pour les acouphènes. Voilà, on va peut-être mettre un terme à notre rencontre. Merci En beaucoup. tout cas, ben oui, merci aussi de votre attention. C'était avec plaisir. Merci à tous. Et on vous dit peut-être au mois prochain pour la prochaine conférence. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.